Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo capsule où on va s'intéresser aux agrégats macroéconomiques. Jusqu'à présent, on a vu les agents économiques et leurs opérations présentés dans un schéma simplifié. Jusqu'à maintenant, on a plus ou moins une image de l'activité économique d'ensemble du pays, mais qui reste insuffisante. Donc on a besoin des résultats globaux permettent de mesurer les évolutions, de dresser les comparaisons et de réaliser des prévisions. C'est pour cela qu'on est censé d'étudier des instruments d'analyse économique, d'où l'intérêt d'étudier les agrégats, c'est-à-dire les grandeurs d'ensemble de résultats de l'activité économique. D'abord, qu'est-ce qu'un agrégat? Les agrégats sont des grandeurs synthétiques qui mesurent les résultats de l'activité économique en termes de production, de revenus et de dépenses. Ils servent surtout à comparer les performances d'un pays donné au cours du temps ou bien de plusieurs pays à une même époque. Le plus important d'entre eux est la valeur ajoutée, car c'est à partir de cet agrégat que nous pourrons définir le PIB. Donc normalement, la valeur ajoutée, c'est l'ensemble des richesses créées par les entreprises. Pourquoi ne pas utiliser la production ou le chiffre d'affaires? Normalement parce que les entreprises ou bien l'entreprise peut utiliser des produits fabriqués dans d'autres entreprises, c'est-à-dire la consommation intermédiaire. Donc on doit soustraire de la production la valeur de cette consommation intermédiaire de l'entreprise en question pour calculer sa contribution ou pour isoler la valeur créée. Tout ça pour éviter la double comptabilisation de la valeur créée qu'on veut mesurer dans le PIB. Donc le PIB constitue normalement une évaluation du résultat global de l'activité de production de toutes les unités productrices ou bien les entreprises résidentes. Et avant de passer au troisième agrégat, on fait une distinction d'abord entre le PIB réel et le PIB nominal. Faire la distinction entre grandeur nominale et réelle ou bien grandeur en unité monétaire courante ou en unité monétaire constante ou bien la distinction entre deux grandeurs, une grandeur en volume et une grandeur en valeur. Et tout ça pour résoudre le problème de la variation des prix qui influence notre pouvoir d'achat. On raisonne à prix inchangé, on dit qu'on déflate, c'est-à-dire on enlève l'inflation. On a aussi le produit national brut ou le revenu national brut. C'est-à-dire on va introduire la notion de nationalité. C'est l'ensemble de richesses créées par les unités de production marocaines au Maroc et à l'étranger. C'est-à-dire, pour le PIB, c'est la résidence des unités institutionnelles ou bien des entreprises qui est déterminante. On retient la valeur ajoutée par les agents résidents. Pour le PNB, c'est la nationalité, quelle que soit la résidence. Ainsi, pour passer du PIB au PNB, il faut ajouter au premier les soldes des revenus reçus ou versés au reste du monde. On remarque facilement que le produit national brut n'est rien d'autre que le revenu national brut. Et c'est pour cette raison que le PNB n'est plus mesuré aujourd'hui. Et on a comme dernier agrégat les dépenses nationales brutes, qui correspond à la somme des dépenses de consommation, que ça soit privé ou public. Passons maintenant au calcul de chaque grandeur ou chaque agrégat. Et commençons par la valeur ajoutée. On a déjà dit que la valeur ajoutée est la contribution propre de chaque unité de production et pour la calculer, c'est la différence entre son chiffre d'affaires et sa consommation intermédiaire. Et on sait que le chiffre d'affaires est égal au prix unitaire de vente fois la quantité produite vendue. Pour le PIB, normalement, il mesure la richesse créée par les unités productrices résidentes. Il peut être défini sous l'angle de production ou de l'offre. Dans ce cas, on utilise la première relation, c'est-à-dire on doit ajouter à l'ensemble de la valeur ajoutée les impôts sur les produits et soustraire les subventions sur les produits. Et il peut être défini à partir de l'utilisation qui est faite dans cette richesse créée, c'est-à-dire sous l'angle de dépenses, ou ce qu'on appelle la demande, à partir des emplois finaux.
Le PIB est ainsi égal à la somme de la demande intérieure, c'est-à-dire la dépense de consommation finale et formation brute de capital, et de la demande étrangère nette, c'est-à-dire les exportations moins les importations. Enfin, et comme la valeur ajoutée est la source de tous les revenus, le PIB peut être déterminé sous l'angle des revenus, à partir de la somme des revenus primaires distribués par les unités résidentes, c'est-à-dire la rémunération des salariés, plus l'excédent brut d'exploitation, plus les impôts sur la production et les importations nettes des subventions, moins les subventions. Et pour enlever l'effet de l'inflation à une grandeur, on utilise le déflateur ou l'indice des prix à la consommation. Normalement, l'indice des prix à la consommation est un indice des prix qui mesure le degré de la variation du PIB nominal lorsque les prix varient. Donc, pour avoir ici le PIB sans l'effet de l'inflation, on va diviser le PIB nominal sur l'indice des prix à la consommation. Et pour calculer le revenu national brut, comme on a déjà précisé, pour passer du PIB au PNB ou le revenu national brut, en ajoutant au PIB les revenus primaires reçus du reste du monde, c'est-à-dire la rémunération des facteurs de production nationaux utilisés à l'étranger, et en retranchant les revenus primaires versés au reste du monde, c'est-à-dire la rémunération des facteurs de production étrangers utilisés par les unités de production résidentes. Et concernant les dépenses nationales brutes, c'est la somme de consommation nationale plus l'investissement national. Lorsqu'on dit national, ça veut dire public et privé. Donc consommation nationale est égale à la consommation des ménages plus la consommation des administrations publiques. On va voir maintenant quelques indicateurs clés en macroéconomie ainsi que leur interprétation économique. Commençons par le taux d'inflation. Le taux d'inflation est le degré de variation ou de changement des prix en pourcentage d'une année à l'autre. Pour le calculer, on prend l'indice des prix de cette année moins l'indice des prix de l'année dernière, le tout divisé par l'indice des prix de l'année dernière, le tout fois 100. Supposons qu'on a calculé le taux d'inflation et on a trouvé qu'il est égal à 1,70%. Qu'est-ce que ça veut dire le taux d'inflation est égal à 1,70%? Dans ce cas, on dit que entre les années 2018 et 2019, les prix des biens consommés ont été augmentés de 1,70%. Autrement dit, les prix des biens consommés de 2019 ont été augmentés de 1,70% par rapport au prix de 2018. Deuxième indicateur, l'indice des prix à la consommation, ou ce qu'on appelle le déflateur. D'abord, qu'est-ce qu'un indice des prix à la consommation? L'indice des prix à la consommation est un instrument de mesure de l'inflation. On l'a déjà utilisé pour calculer le taux d'inflation. Il permet d'estimer entre deux périodes données la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. C'est une mesure synthétique de l'évolution des prix des produits à qualité constante. Pour le calculer, c'est le rapport entre une grandeur nominale et la même grandeur réelle fois 100. Par exemple, ici, le PIB nominal, c'est-à-dire le PIB de l'année courante, divisé par le PIB réel ou le PIB de l'année de base fois 100. L'interprétation d'un indice des prix qui est égal à 1,70%, sachez que l'année de base est 2016 est la suivante. Entre 2019 et 2016, les prix des biens consommés ont été augmentés de 1,70%. Le troisième et le dernier indicateur est le taux de croissance économique. Le taux de croissance, normalement, mesure l'évolution de la production dans le temps, calculée sur une année. C'est-à-dire qu'il permet d'analyser l'évolution d'un pays d'une année sur l'autre. On va prendre le même exemple et on essaye de l'interpréter. Un taux de croissance de l'année 2019 est égal à 1,70 signifie que l'économie a connu une augmentation des quantités produites de 1,70% par rapport à l'année précédente. Supposons maintenant que le taux de croissance est négatif. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? L'interprétation dans ce cas sera comme suit. En 2019, on a enregistré un taux de croissance de PIB
en volume négatif -1,70%, ce qui indique la récession de l'activité économique, c'est-à-dire une baisse des quantités produites de 1,7% au cours de cette année par rapport à 2018.